Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Vous êtes député Rassemblement National du Nord, vice-président du Rassemblement National. Vous êtes rentré dans ce studio en basket. Je le signale parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. Non, mais c'est un des signes de cette période qu'on a traversée. Il y a encore une semaine, vendredi dernier, c'est vrai que c'est des montagnes russes, j'imagine aussi pour vous les politiques. Il y a une semaine, vous disiez on aura peut-être la majorité absolue, on va peut-être rentrer au gouvernement. Aujourd'hui, on sent que vous êtes quand même dans une autre posture, y compris, c'est vrai que ça m'a frappé physiquement lorsque vous êtes rentré sans cravate en basket. Non, parce qu'on ne siège pas aujourd'hui et que je ne comptais pas. Ça n'est pas un pouvoir... reproche, hein, ça n'est pas un reproche. Oui, c'est mais... simplement que c'est aussi un des signes de la manière dont les choses vont si vite en ce moment. Sébastien Chenu, est-ce que Gabriel Attal doit rester jusqu'à la fin de l'été, comme le disait Gérard Larcher hier? Est-ce que vous estimez qu'il faut aller très vite ou qu'au contraire, Emmanuel Macron finalement peut prendre son temps? De quelle situation partons-nous? De l'immense bazar, de l'immense bourbier, pour reprendre le mot de Marine Le Pen, dans lequel Emmanuel Macron a plongé notre pays. Il a réussi à bloquer les institutions de la Ve République, dont tout le monde disait qu'elles étaient tellement solides qu'elles permettaient à n'importe quel régime de pouvoir fonctionner. Emmanuel Macron, par l'immensité de son incompétence et de son cynisme, a réussi à bloquer politiquement notre pays. Comment on sort de ça? Il n'y a pas toujours de solution à tous les problèmes. Je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution politique acceptable par les uns et par les autres. Et donc, aucune solution n'est satisfaisante. Aucune solution n'est satisfaisante, à part au mieux une sorte de gouvernement technique sans étiquette politique, extrêmement respectueuse des grands équilibres et des forces politiques en présence, pourrait peut-être... Ça veut dire quoi? Ça veut dire des hauts fonctionnaires à qui on demande de gérer? J'en sais trop rien. C'est à Emmanuel Macron de trouver la solution au problème qu'il a posé, mais en face, nous avons le mur de la dette, le mur financier qui s'abat sur nous. Et là, c'est toute la problématique d'Emmanuel Macron. Non seulement il crée un problème politique, après avoir créé dans notre pays un problème économique. Et donc, par conséquent, les moyens, les voies de passage sont extrêmement réduites. Et je ne vois pas quelque chose qui ne puisse pas être une solution qui ne soit pas respectueuse, en tous les cas, des grands équilibres politiques du pays. D'autant plus qu'on l'a entendu hier, il y a une nouveauté, ou je dirais une contrainte supplémentaire, c'est que Gérard Larcher le matin, Marine Le Pen le soir, ont au fond dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que s'il y avait des élus du nouveau Front Populaire, vous êtes même un peu plus précis dans votre espèce, en disant s'il y avait des élus LFI ou écologistes au gouvernement, alors ce serait censure immédiate, c'est-à-dire que LR censurerait, le RN censurerait, et donc un gouvernement issu du nouveau Front Populaire ou issu de LFI n'aurait que quelques jours de durée de vie. Absolument. D'abord, pourquoi? Parce que vous avez là-dedans des gens qui sont des sympathisants de l'islamisme, des gens qui sont des fichés S, des gens et qu'on n'a pas envie de voir notre pays géré par ces gens-là. Mais c'est même pas le fait d'avoir envie ou pas. C'est que pendant des années, Jean-Luc Mélenchon a dit du gouvernement Macron qu'il n'était pas légitime parce qu'il était minoritaire. Donc, je reprends les termes de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait, la question de la légitimité d'un gouvernement du Front Populaire se pose, d'autant plus que, il faut bien le dire, en voix dans le pays, ils ne sont même pas ceux qui sont les plus importants en voix. C'est le Rassemblement national qui a ramassé le plus de voix. Enfin, ce sont les institutions. C'est notre mode de scrutin. Mais en effet, en voix, c'est-à-dire quand même en voix des Français, vous étiez très largement les premiers. Et j'ajoute à cela que nous avions dit, que Jordan Bardella avait dit, et Dieu sait s'il a été critiqué, je n'irai à Matignon que si je ne dispose que d'une majorité absolue. C'est-à-dire que nous étions très lucides sur la nécessité d'avoir une majorité absolue pour gouverner le pays, car lorsque vous n'avez pas de majorité absolue, que vous avez face à vous des gens qui sont infréquentables, vous avez fait élire des gens infréquentables, eh bien la situation se bloque. Et vous rajoutez à cela Emmanuel Macron, qui a traité de parias ou traité comme des parias une partie de la classe politique, en tous les cas le Rassemblement national, et qui a bloqué le jeu. En réalité, Emmanuel Macron porte une immense responsabilité dans cette situation. Sébastien Chenu, vous étiez vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous serez candidat au poste de président de l'Assemblée nationale? C'est mon groupe qui va décider du candidat, mais il y aura un candidat du Rassemblement national, évidemment. Là encore, ça pourrait être vous. Ça pourrait être moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi. Mais la question, c'est comment fonctionne l'Assemblée nationale demain? Or, nous avons besoin, effectivement... Ça, c'est quand même la première étape, hein, parce que
le 18 juillet, il y a l'élection non seulement du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale, mais également des présidents des commissions. Absolument. Or, si on se retrouve dans un régime beaucoup plus parlementaire que ça ne l'était jusqu'à présent, le rôle des présidents de commission, le rôle du ou de la présidente de l'Assemblée nationale seront majeurs. Oui, nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale. Le reste, ce sont des coalitions. C'est nous qui avons le plus de députés de la même étiquette politique. Donc nous avons vocation non seulement politiquement à participer à la gestion de l'Assemblée nationale, mais les textes le prévoient. L'organisation de l'Assemblée nationale se fait à la proportionnelle, ou en tous les cas pour donner l'image la plus exacte des Si on parle de groupe, politiques. on commence finalement à y voir plus clair et on devient tous un peu spécialistes. Mais en effet, il y a la question des grandes alliances, des grandes coalitions. De ce point de vue-là, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, suivi de Ensemble, qui sont les Renaissances, les Modem, les Horizons. Ça, c'est le deuxième bloc. Et le RN en troisième. Mais si on regarde effectivement du point de vue des partis, c'est-à-dire des groupes à proprement parler, vous êtes très largement devant, suivi de Ensemble, puis de LFI qui n'est dans ce cas-là que troisième. Et donc ce serait inconstitutionnel que de nous évacuer des responsabilités qui permettent de faire tourner l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que il est prévu par les textes que ce soit une photo finalement des grands équilibres politiques qui permettent de gérer l'Assemblée nationale, et évacuer le premier groupe politique, comme le veulent l'extrême gauche et les écologistes. Qui ont dit qu'ils s'opposeraient à ce que vous puissiez prendre des responsabilités dans les... Et je pense qu'on a besoin que l'Assemblée nationale puisse fonctionner, puisque je reviens à mon propos du début, nous avons face à nous un mur financier qui s'abat sur nous, des difficultés immenses, les Français sont confrontés tous les jours à des difficultés, il faut que l'Assemblée nationale puisse fonctionner. Vous mettez qui dans ce groupe? Est-ce que vous mettez les fameuses brebis galeuses, pour reprendre l'expression de Jordan Bardella? Il n'y a pas de brebis galeuses dans notre groupe. Ah bon? Il y avait des brebis galeuses, comme elles ont été appelées, dans les candidats qui n'ont pas été élus. Nous avons des députés, vous avez la photo de ces députés derrière vous, ce sont des hommes et des femmes parfaitement responsables. Donc, tous ceux qui sont on peut d'ailleurs être en désaccord avec les propos ou les positions. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Mais ce sont de parfaits républicains et des députés compétents. Daniel Grenon, député RN de la première circonscription de Lyon, ne siégera pas dans votre groupe. C'est lui qui avait dit que les binationaux maghrébins n'avaient pas leur place dans les hauts lieux. Roger Chudeau, qui estimait que les postes ministériels devaient être réservés aux franco-français. Marine Le Pen a corrigé son propos très durement d'ailleurs. Je crois que c'était même à votre micro. Tout à fait. Et Roger Chudeau a présenté évidemment ses excuses. Donc lui, s'alignerait totalement sur effectivement le programme de Marine Le Pen. On ne va pas tous les faire. René Lioret, il y en a trois en tout cas qui posent vraiment question parce qu'ils ont été élus. Les autres, en effet, vous avez raison, ne l'ont pas forcément été. Mais ces trois-là, par exemple, René Lioret, qui contestait la réalité du réchauffement climatique, qui estimait que le vaccin contre le Covid avait provoqué des cancers. Il n'était pas élu à ce moment-là. Et aujourd'hui, ils sont tous sur la ligne qui leur permet d'adhérer à la charte du groupe du Rassemblement national. On n'a aucun problème avec nos députés. Donc il n'y a personne qui soit exclu du groupe, qui ait été élu et qui soit exclu du groupe. Non. Donc vous l'avez dit, un député de Lyon, mais c'était acté avant les élections. Est-ce que vous estimez, comme Louis Alliot, qu'il y a des candidats et des candidates qui n'auraient pas dû être candidats? Bien sûr, mais il y a une vingtaine de candidats qui ont posé problème sur 577, c'est déjà trop. Vous n'étiez pas prêt finalement? Si nous étions prêts dans les temps qui nous ont été donnés, c'est-à-dire en 3 jours, il a fallu trouver ces 577 candidats. On en avait déjà préparé 250 ou 300, c'est notre plan Matignon. Il a fallu investir des gens, il y a eu quelques bugs, c'est tout à fait regrettable. Est-ce que c'est que vous n'étiez pas prêts, ou est-ce que c'est que finalement il y avait en votre sein un certain nombre de personnes qui étaient plutôt du Rassemblement national d'avant, et vous aviez dit qu'il y avait changé, mais il y a, et ça ne touchait, on le voit d'ailleurs, des circonscriptions pour lesquelles il n'y avait pas de chance de succès, et donc avec une vraie difficulté à trouver des candidats, et ceux qui ont été investis n'auraient pas dû l'être. Mais je veux dire, il y a une espèce aussi de mansuétude vis-à-vis de la gauche sur ces candidats absolument infréquentables qui, je veux dire, a existé quand on s'est acharné sur nous, une vingtaine de candidats. Voilà, il ne faudra pas reproduire. Notre responsabilité, c'est de tirer les conséquences de ce genre de bug. Mais je veux dire, il y a quand même un regard qui est porté sur nous, qui est beaucoup plus exigeant que le regard qui est porté sur l'extrême gauche. Quand aujourd'hui, on entend Mme Binet dire on va placer sous surveillance l'Assemblée nationale, quel rapport avec le syndicalisme? Quel Sophie rapport Binet de la CGT. Donc je veux dire, ces gens-là ne sont pas républicains. On les laisse tenir leurs propos sans vraiment s'en offusquer. Ils appellent à foutre en l'air les JO, à marcher de façon insurrectionnelle sur l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi voir qu'on a des gens qui sont potentiellement dangereux dans le pays, une extrême gauche dangereuse. Je pense qu'il faudrait plus s'en préoccuper que quelques candidats qui ont bugué et qui n'ont pas été élus.
Merci Sébastien Chenu d'être venu répondre à mes questions. Député RN du Nord, vice-président du Rassemblement national et peut-être candidat au poste de président de l'Assemblée nationale.